Merci, merci Xavier. C'est sympa d'avoir fait la synthèse avant. Je ne vais pas faire la synthèse de la synthèse. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. La journée a été, dire à la fois longue et dense et passionnante. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner mon feeling, plus qu'encore une fois qu'une synthèse construite. Et puis d'être aussi bref que possible parce que ça fait quand même déjà longtemps qu'on réfléchit ensemble à tous ces sujets qui sont quelquefois un petit peu ardus. Alors peut-être avant de parler de notre futur, du futur de l'aviation, je vais prendre 2 minutes quand même pour faire un retour sur le passé. Alors c'est pas par goût nostalgique ou par souhait de se décerner de l'autosatisfaction, mais enfin quand même de temps en temps, réfléchir à d'où on vient, ça peut aider à éclairer où on va. Et si on remonte au début de l'ère moderne de l'aviation civile, avec les premiers jets à réaction, fin des années 50, début des années 60, les consommations en carburant, certes encore fossiles, par siège et par kilomètre, ont été divisées par plus de 4. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque des pionniers des années 50-60, si on leur avait dit dans 50 ans, vous diviserez par 4, on l'a fait. On l'a fait et ça peut quand même nous rassurer sur les capacités de cette industrie et de son environnement à relever le nouveau défi qui est devant nous, qui est peut-être d'un ordre de grandeur encore plus élevé. Et puis, comme on a fait quand même pas mal de progrès, et que les rendements dépassent jamais 1, que les arbres ne grimpent pas au ciel, c'est un sacré challenge. Mais personnellement, tout le passé de l'aéronautique mondiale me rend confiant dans la capacité à innover et à trouver les solutions dont on a besoin. La deuxième chose qui s'est passée pendant ces 50 dernières années ou 60 dernières années, c'est qu'en moyenne, mais d'une manière extrêmement constante, le trafic aérien a cru 2 fois plus vite que l'activité, que les richesses mondiales. 2 fois le PIB. Alors, une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'année d'avant, on a transporté près de 5 milliards de personnes et que ça devient, pensons du développement, du succès, ça devient un contributeur, certes pas le premier, mais non négligeable au réchauffement climatique et que le défi dont on a parlé, pense qu'on peut le relever, mais on n'a pas le choix. On doit le relever. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ce fait que pendant 50, 60 ans, en gros, c'est comme une loi d'attraction newtonienne. Hein. C'est l'envie de voyager, c'est le nombre d'habitants d'une région multiplié par le nombre d'habitants de l'autre région, divisé par le carré de la distance ou du coût. Et c'est probablement à cause de ces efforts sur les gains en performance en consommation en carburant, qui sont un très gros poste de coût du transport aérien, qu'on a pu rendre ce transport aérien accessible, pas encore à tous, mais accessible à de plus en plus un grand nombre de personnes. Ouais, aujourd'hui, je crois qu'un Américain moyen prend l'avion 2 fois par an. Certains peuvent dire c'est beaucoup. Ouais, bon, ok. Mais un Chinois moyen, il y a 20 ans, c'était 1 fois tous les 100 ans. Aujourd'hui, c'est 1 fois tous les 5 ans. Ils ont encore envie. Hein, le trafic aérien civil chinois est remonté au-dessus du niveau d'avant la crise sanitaire. Et puis je ne parle pas des pays émergents qui, eux, sont pas encore à 1 fois tous les 5 ans. Et au nom de quoi on les priverait de cette capacité? Je crois que depuis le temps de la grotte, le village, le pays, notre village, c'est quand même un peu notre planète. Et cette envie de voyager, elle correspond
une attente forte. C'est peut-être pas un besoin existentiel, encore que je sais pas. En tout cas, comme je suis convaincu que notre communauté saura relever le défi, je trouve que ça serait vraiment dommage qu'on n'essaye pas. Hein, et qu'on imagine, je ne sais pas quoi, un rationnement ou un retour à des capacités de déplacement plus limitées. Alors, c'est bien, ok, on y croit, on va le faire, mais comment? Ça devient un petit peu plus compliqué. Et je voudrais dire, c'était un peu mon sentiment au départ, et ça l'est encore plus à la fin de cette journée. À ta question, Xavier, sur qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est les carburants, les hydrocarbures non fossiles ou synthétiques à partir de biomasse ou de CO2 capté, etc. Ou est-ce que c'est l'hydrogène? J'en sais rien. Je crois qu'honnêtement, personne n'en sait rien. Et puis finalement, la question, c'est pas forcément de savoir à quoi va ressembler notre avion en 2050. La question, c'est de le faire exister. Alors, bon, je vais vous donner mon sentiment. C'est comme ça, hein, c'est pas assis sur des études scientifiques, des analyses vraiment poussées, mais c'est juste du bon sens, un peu d'expérience électrique. Ah, ça serait beau, ça serait bien. Mais le stockage de l'électricité, les batteries, les piles capables d'une densité énergétique compatible avec l'équation de vol d'un avion commercial, je ne les vois pas honnêtement, même au stade de labo, même au stade des TRL 1 et 2. Ça vient, je ne sais pas, ça viendra peut-être. Mais ce n'est pas encore suffisamment mûr, c'est le moins qu'on puisse dire, pour qu'on table aujourd'hui prioritairement sur des formules comme ça. Bon, peut-être, et c'est pas idiot de se faire un peu la main sur des taxis, comme on dit, avec des capacités de vol extrêmement limitées. Mais bon, voilà, miser à fond sur l'électrique pour le transport aérien civil, personnellement, je pense que ça arrivera peut-être un jour, mais c'est trop tôt. Par contre, une dose d'hybridation, j'y crois personnellement. Alors, elle ne sera pas rechargeable, hein, mais c'est pas grave. Elle peut donner, par exemple, des perspectives de diminuer, pour garder, à ta question, Xavier, sur est-ce qu'on gardera les 10-9, c'est vital, hein, sinon il n'y a pas d'aviation. Bah oui. Hein, donc, mais aujourd'hui, on le sait, les moteurs tombent. Un ancien motoriste tombe quelques fois en panne, c'est rare, mais c'est pas 10-9, c'est 10-6 ou quelque chose comme ça. Donc un avion est conçu avec une motorisation confortable qui lui permet d'être sûr dans toutes les phases de vol, y compris au décollage, avec un moteur en panne. Si on met une dose d'hybridation, on peut peut-être imaginer, je pense en premier temps peut-être aux voilures tournantes, aux hélicoptères, on peut peut-être imaginer de mettre moins de réserve de puissance thermique, et donc, bon, ça ne fera pas 50% de gain, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, et bon, ça peut être hybridation partielle, oui, électrique, donc je le mettrai personnellement pas dans le plan à un niveau de priorité. Recherche physique, laboratoire, oui, mais voilà. Hydrogène, alors hydrogène, c'est fascinant. On a tous envie d'un avion à hydrogène. D'abord parce que si on l'a fait de manière propre, ça résout la question du CO2. Ensuite, la densité énergétique en masse est attractive, elle est 3 fois mieux que le kérosène. On ne peut pas ne pas regarder, et même un peu plus. Bon, par contre, alors, c'est un challenge, un beau challenge, capable, j'espère, de motiver les meilleurs talents.
Bon, côté moteur, c'est pas simple, mais il y a du travail. Je vois pas de showstopper, je vois pas d'impossibilité. Mais il y a du boulot. Côté système, il y a encore plus de boulot. Ça a été évoqué un peu tout à l'heure en termes très, très, très précis. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le système, ça englobe le système embarqué, mais tout ce qu'il y a en amont. Hein. C'est un nouveau monde, en sens, en tout cas, c'est des nouveaux aéroports. Bon, il y a un point quand même qui me soucie dans l'hydrogène, c'est sa densité volumique. En gros, si toutes choses égales par ailleurs, alors elles ne seront pas égales, mais j'y reviendrai, mais toutes choses égales par ailleurs, il faut un réservoir 4 fois plus gros. Puis en plus, il faut bien l'isoler. Bon, ok. J'ai du mal à voir l'avion qui va avec. Je ne dis pas que c'est impossible. Et c'est certainement, comme ça l'a été souligné, plus possible sur du court moyen courrier que sur du long courrier. Et pourquoi, effectivement, ne pas commencer parce qu'elle est le plus accessible, sachant quand même que le principal défi, c'est plutôt la contribution du long courrier que le court courrier. Mais ça fait quand même un ensemble qui est sans doute assez difficile à intégrer dans le système actuel. Donc c'est une vraie rupture. Je prends une image parce que j'aime bien parler des images. Hein. On a vu le parallèle, qui n'est qu'un parallèle avec le spatial. On a tous l'image d'Ariane 5 à l'œil, hein, avec son gros corps central. Le gros corps central, c'est quoi ? C'est un réservoir d'hydrogène et un réservoir d'oxygène. Mais comme l'oxygène est plus dense, aux 3/4, c'est de l'hydrogène. Hein, ok. Ça propulse, ça aide, c'est le carburant du moteur qu'on appelle l'étage principal. En fait, c'est le moteur du 2e étage, mais on l'allume au sol. Donc, il s'appelle Vulcain. Le moteur, il pousse 130 tonnes et des poussières, c'est-à-dire un peu plus que la motorisation d'un gros bimoteur très long courrier, type A350 000 ou 777-300, le plus gros modèle. Un peu plus. Bon, et vous voyez la taille du réservoir. Et alors bon, les vrais ingénieurs vont dire, il exagère, il coupe dans les virages. Oui, c'est vrai. Enfin, donc c'est à peu près la même poussée qu'un gros biréacteur à très long rayon d'action. OK. Et le moteur, il tourne pendant 10 minutes sur Ariane. 10 minutes. Alors certes, le rendement n'est pas le même, etc. etc. Mais ça vous fixe quand même un ordre de grandeur du défi. Je ne dis pas qu'il n'est pas adressable. Mais par contre, le coût de la densité volumique énergétique de l'hydrogène, ça c'est une loi de la physique. Et alors là, on a beau bosser tout ce qu'on veut, mettre tout l'argent qu'on veut, on ne va pas changer les lois de la physique. Voilà, donc l'hydrogène, oui, c'est un beau projet, oui, ça peut mobiliser, tirer des tas de technologies, etc., etc. Mais personnellement, je pense qu'en parallèle, et avec une vision à plus court terme, je mettrai beaucoup, d'une part, alors je ne sais pas comment les appeler, les SAF, hein, puisque comme ça on ne sait plus ce que ça veut dire. Je ne sais pas quelle dose il y aura de biomasse versus du CO2 capté, combiné à de l'hydrogène, etc. Je suis incapable de le dire, mais j'ai très très envie que ça arrive. Et parce que ça peut arriver, si on le veut, ça peut arriver quand même relativement vite. Et je pense que, c'est important pour la planète de pas perdre de temps. Et deux, c'est même important à un niveau presque de morale de la nation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à partir du moment où on va démontrer que c'est pas en 2050, c'est dans les années qui viennent, on commence à infléchir la tendance. Je pense qu'on sera tous ensemble plus confiants dans la fin. Alors, je termine. J'ai dit que j'étais court et puis je ne dois pas tout à fait l'être, mais on est quelquefois emporté par notre passion pour cette industrie. Que ça soit hydrogène
ou SAF en intermédiaire, ou même un partage entre hydrogène pur et SAF, etc. Il y a un incontournable, c'est de continuer à faire des progrès sur la masse et l'aérodynamique de la cellule, la performance de l'ATM et la performance du moteur. Les rendements thermiques des turbomachines actuelles sont déjà très élevés. On peut toujours chercher à gagner quelques pourcents, mais c'est pas du tout comme un moteur à piston. Un moteur à piston est en dessous de 50%. Nous, on est en dessous de 100%, mais plus proche de 100% que de 50%. Donc il y a encore du progrès là-dessus, mais ça ne changera pas la donne. Par contre, le rendement de propulsion, puisqu'on ne s'appuie pas sur la route ou sur l'air, ou sur le rail, mais sur l'air, le rendement de propulsion, il y a encore du grain à moudre. C'est super difficile parce qu'il faut pour ça brasser théoriquement une quantité infinie d'air et l'accélérer, rien. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, beaucoup de sociétés travaillent sur ce. Que ça soit hydrogène, que ça soit des carburants type SAF, qui seront de toute façon plus coûteux, etc. Réduire de 25, 30, 40% la consommation du système propulsif, c'est un must et on ne perd pas notre temps et notre argent à travailler en parallèle là-dessus. Donc c'est plutôt des voies parallèles qui un jour peut-être convergeront sur l'une ou plutôt que sur l'autre. Et là, j'en sais rien. Encore une fois, ce n'est pas l'important. Dernier point, la montée en puissance des SAF ou des hydrocarbures non fossiles ne va pas se faire par la loi du marché. Et ça serait bien qu'elle se fasse. Il est nécessaire qu'elle se fasse avec une impulsion politique. Et il serait souhaitable que cette impulsion soit la plus construite, la plus réfléchie possible, parce que c'est facile de taxer. Mais après, les infléchissements qu'on donne ne sont pas forcément, avec le recul, ce qu'on voudrait. Voilà, allez, si vous me donnez encore 30 secondes, les véhicules électriques, c'est super, ne serait-ce que pour la qualité de l'air dans les villes. C'est important. En CO2, dans les pays qui ont une électricité peu décarbonée, ce n'est pas le cas de la France, tant mieux, et merci aux politiques qui ont pris les décisions, aux ingénieurs et ouvriers qui ont fait le nucléaire. Mais et puis qui font le renouvelable maintenant. Dans les pays très peu décarbonés, électricité très peu décarbonée, il faut au moins 100 000 km pour que le bilan carbone du véhicule électrique soit meilleur qu'un véhicule thermique. Alors, on a mis la charrue avant les bœufs, c'était peut-être une bonne décision, mais enfin, ça montre quand même que avant de prendre des décisions de taxation, de trucs, etc., faut... Et dernier point, cette gouvernance, ça doit être quelque part mondiale. L'aviation, c'est international par nature. Ça complique la gouvernance, mais oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on l'a déjà fait. Que si l'aviation, le transport civil existe aujourd'hui, c'est parce que les pays, un grand nombre de pays, sont réunis en 1944, c'est-à-dire avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale et avant même que l'ONU soit statutairement constituée, à Chicago pour fonder l'OACI et établir le minimum de standards internationaux sans lesquels il n'y aurait pas d'aviation aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas de mon niveau, mais je ne sais pas, mais je pense que le défi climatique, encore une fois, techniquement, on peut et on doit relever, il nous faut une gouvernance internationale qui soit peut-être du niveau d'un round 2 d'OACI, un Chicago 2, pour mettre tout ça en musique de façon harmonieuse. Voilà, j'ai été bavard, mais ça ne fait rien, je m'arrête là. Merci Jean-Paul. Merci, oui. Effectivement, dans la Convention de Chicago, d'ailleurs, et on était en 1944, et on parlait de paix dans le monde, contribuer à la paix dans le monde. Et là, on pourrait contribuer à un meilleur climat
plus sûr pour les générations futures. Et donc indirectement Donc, à la paix. merci pour tes conclusions, tes recommandations d'un, je plaisante un peu, d'un grand ingénieur, d'un grand sage qui a une expérience incroyable. Alors j'espère que tous nos auditeurs, et en particulier les jeunes qui ont été si nombreux ce matin et cet après-midi, auront apprécié ces 8 heures de direct, d'exposé et de débat. Merci pour leur attention et pour leurs questions. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite à partir de 9 heures. Bonne soirée. Et merci encore Jean-Paul. Merci Xavier, et bonne soirée à toutes et à tous.